Le silence qui suivait une bataille médiévale était tout sauf paisible. Par une froide journée de mars en 1461, à travers les champs enneigés près de Taunton, dans le nord de l'Angleterre, les sources contemporaines estimaient qu'environ 28 000 hommes gisaient, morts ou mourants. Un chiffre que les historiens modernes jugent probablement exagéré, bien que le massacre reste catastrophique à tout point de vue. Le fracas de l'acier s'était enfin tu, les cris de guerre s'étaient estompés dans le vent, mais la souffrance ne faisait que commencer. Alors que la fumée de la poudre brûlée et des torches dérivaient sur le sol détrempé de sang, une nouvelle phase d'horreur débutait. Une phase que la culture populaire nous montre rarement. Tandis que les films et les récits romancés dépeignent la gloire du combat médiéval, le faste des chevaliers en armure étincelante et le prétendu honneur de la guerre chevaleresque, ils omettent commodément ce qui se passait lorsque les combats cessaient. Les gémissements des blessés emplissaient l'air, les pillards tournaient comme des vautours, et le pillage systématique transformait les vainqueurs en pilleurs de tombes. Ce qui se déroulait dans les heures et les jours suivant les batailles médiévales révèle une réalité bien plus brutale, bien plus calculée et bien plus troublante que les batailles elles-mêmes. Dans cette exploration, vous découvrirez les vérités choquantes que les chroniqueurs médiévaux ont souvent dissimulées et que l'archéologie n'a que récemment mises en lumière. Nous révélerons comment le pillage systématique était non seulement accepté, mais légalement sanctionné, transformant les champs de bataille en marché de la mort. Vous apprendrez comment le système de rançon réduisait la vie humaine à un calcul économique où votre classe sociale déterminait littéralement si vous alliez vivre ou mourir. Nous lèverons le voile sur la réalité brutale à laquelle étaient confrontés les blessés abandonnés sur le sol froid, avec des soins médicaux primitifs accessibles uniquement à ceux qui pouvaient se les offrir. Les preuves archéologiques des fosses communes de Visby et de Taunton vous montreront la vérité sauvage du combat médiéval. Des crânes fendus, des gorges tranchées, des corps mutilés même après la mort. Vous verrez comment les pillards et les maraudeurs opéraient comme des criminels organisés, comment des cités entières subissaient des atrocités systématiques lorsqu'elles tombaient, et comment le bilan psychologique de la guerre hantait les guerriers médiévaux, tout comme il hante les vétérans modernes. Ce voyage remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur le Moyen-Âge prétendument chevaleresque, remplaçant le mythe par des preuves historiques et révélant que les lendemains des batailles médiévales étaient souvent bien plus terribles que les combats eux-mêmes. Le moment où les combats cessaient ne marquait pas la fin de la violence, mais simplement une transition vers un autre type de brutalité. Sur n'importe quel champ de bataille médiéval, celui qui contrôlait le terrain à la fin de la journée, généralement l'armée victorieuse, mais la situation était parfois compliquée par des retraits tactiques, faisait face à une course immédiate contre la montre. La décomposition commence rapidement, même par temps doux, et les butins les plus précieux devaient être arrachés au corps avant qu'ils ne deviennent trop corrompus pour être manipulés. Il ne s'agissait pas d'une cohue désorganisée menée dans la honte et le secret. Bien au contraire, le pillage après les batailles médiévales était attendu, légal et considéré comme un droit fondamental du soldat victorieux. Le pillage systématique qui suivait chaque engagement représentait l'une des principales motivations économiques pour combattre. Sir Thomas Malory, qui a lui-même participé à la brutale guerre des Deux Roses, a saisi cette réalité avec une clarté sans faille dans son œuvre, Le Morte d'Arthur. Sa description porte le poids de l'observation directe. Des pilleurs et des voleurs étaient venus sur le champ pour piller et voler maintes nobles chevaliers de leurs broches et de leurs perles, de maintes bonnes bagues et de maints riches bijoux. Et ceux qui n'étaient pas tout à fait morts, là, ils les tuaient pour leur armure et leur richesse. La crédibilité de Malory en la matière découle directement de sa participation à ces mêmes conflits. Il savait précisément ce qui se passait lorsque le soleil se couchait sur un champ de bataille, et son récit révèle une vérité que les chroniques plus courtoises préférèrent passer sous silence. Les objets de valeur arrachés aux cadavres comprenaient les armures et les armes, de loin les biens les plus prisés, ainsi que les bijoux, les bagues, les broches, les perles et les vêtements. Pourtant, le butin le plus lucratif de tous était les chevaux. À une époque où la cavalerie dominait les tactiques militaires, un cheval de guerre de qualité représentait un investissement énorme, et voler ou capturer les montures ennemies constituait à la fois une manne économique et un coup stratégique porté à l'armée vaincue. La question de savoir qui menait ce pillage révèle une hiérarchie de charognards s'abattant sur le champ de bataille comme des vagues successives de prédateurs. Les soldats victorieux avaient le premier choix, dépouillant systématiquement les ennemis tombés de leurs objets les plus précieux
tandis que leurs officiers fermaient souvent les yeux ou encourageaient activement cette pratique comme une forme de compensation. Suivaient de près les suiveurs d'armée, cette population obscure de marchands, de prostituées, de serviteurs et de parasites qui accompagnait chaque armée médiévale. Les récits contemporains qualifient ces individus de « chacals humains », la charogne de la guerre, une expression qui capture à la fois leur nécessité pour les opérations militaires et la révulsion qu'ils inspiraient aux chroniqueurs. Les pillards locaux des villages et villes voisins représentaient la troisième vague, apparaissant une fois les armées parties et ramassant ce qui restait, espérant récupérer des objets de valeur pour compenser la dévastation infligée à leur communauté. Le plus choquant pour les sensibilités modernes, même les camarades volaient leurs propres blessés. La loyauté n'allait pas plus loin lorsqu'un homme mourant possédait une bague de valeur ou une pièce d'armure qui pouvait nourrir une famille pendant des mois. La violence perpétrée contre les blessés durant cette phase de pillage ajoute une dimension particulièrement sombre à ces lendemains. Les pilleurs tuaient régulièrement les soldats blessés pour les dépouiller plus facilement, ne voulant pas perdre de temps à retirer soigneusement une armure d'un homme gémissant et se débattant, alors qu'un rapide coup de dague résolvait le problème. Aucune distinction n'était faite entre amis et ennemis dans ce sinistre calcul. Les preuves archéologiques de la bataille de Visby en 1361 fournissent une confirmation matérielle de ces pratiques. Les fosses communes à l'extérieur des murs de la ville contenaient des corps portant encore des armures anciennes et démodées, le genre qui n'avait pas assez de valeur pour justifier l'effort de les retirer. Tout ce qui avait de la valeur avait déjà été pris. De même, le célèbre trésor du Staffordshire du 7e siècle contient de nombreuses pièces d'or qui avaient été brisées et arrachées à des épées, des casques et d'autres équipements militaires, probablement pillées sur un champ de bataille avant d'être enterrées pour être mises en sécurité, bien que les spécialistes continuent de débattre des origines précises du trésor. Ce pillage systématique créait de sérieux problèmes de discipline militaire que les commandants peinaient à contrôler. Des batailles pouvaient être, et étaient parfois, perdues lorsque les troupes rompaient les rangs pour se livrer à un pillage prématuré ou abandonnaient la poursuite des ennemis en fuite pour chercher du butin. Les commandants médiévaux développèrent des châtiments sévères pour décourager un tel comportement, bien que leur application restât inégale. La tension au cœur de la guerre médiévale entre la nécessité militaire et la recherche du profit s'avéra presque impossible à résoudre. Les soldats se battaient pour une solde, pour leur seigneur, peut-être pour leur foi, mais ils se battaient aussi pour l'opportunité de s'enrichir par le pillage. Ce calcul économique façonnait le comportement sur le champ de bataille d'une manière que la pure bravoure martiale ne pourrait jamais égaler. La guerre médiévale, en particulier vers la fin du Moyen Âge, était devenue profondément imprégnée du désir de profit. La guerre se mesurait en argent, et des règles élaborées existaient pour assurer ce que les participants considéraient comme un partage équitable des profits entre les ravisseurs. Cet aspect commercial du combat a créé un système dans lequel les êtres humains sont devenus des marchandises, leur valeur calculée avec la même précision que celle appliquée aux chevaux, aux armures ou aux terres. La notion pan-européenne de fraternité chevaleresque entre nobles a créé le cadre culturel de ce système, mais ne vous y trompez pas. Le fondement était économique et non idéaliste. Comment ce système de rançon fonctionnait-il réellement en pratique? La valeur financière d'un prisonnier déterminait son traitement dès sa capture. Selon les traités de chevalerie, une rançon devait approximer le revenu annuel du prisonnier, bien que cela représentât plus un point de départ pour la négociation qu'une règle fixe. De multiples facteurs influençaient le prix final. La réputation de l'homme, ses relations sociales et politiques, sa richesse apparente et les coûts qui seraient engagés pendant sa captivité. Le système fonctionnait en grande partie sur l'honneur, un fait qui semble remarquable, jusqu'à ce que l'on comprenne les incitations en jeu. Les prisonniers étaient souvent libérés sur parole pour organiser le paiement, tenus de fournir des gages en garantie, mais on leur faisait confiance pour revenir ou envoyer la rançon. Cette confiance existait parce que toutes les personnes impliquées comprenaient que violer sa parole détruirait la réputation d'un homme et l'exclurait de toute participation future au système même qui pourrait un jour lui sauver la vie. Les rançons pouvaient être vendues à des tiers, créant un commerce international de vies humaines qui s'avérait très rentable pour ceux qui avaient les bonnes relations. Des exemples célèbres illustrent à la fois le potentiel de profit énorme et les complications politiques qui pouvaient survenir. Le roi Jean de France, capturé à la bataille de Poitiers en 1356, a bénéficié de la clémence et d'un traitement raisonnable,
précisément en raison de son immense valeur financière. Bertrand du Guesclin, capturé à la bataille d'Auray, commandait une rançon de 100 000 francs d'or, selon la plupart des sources, une somme astronomique qui témoigne de son importance. Pourtant, le cas de Charles, duc d'Orléans, capturé à Azincourt, démontre comment les considérations politiques pouvaient l'emporter sur les incitations économiques. Malgré sa valeur de rançon considérable, il est resté confiné en Angleterre pendant 25 ans parce qu'il était tout simplement trop dangereux politiquement pour être libéré. Les Anglais craignaient ce qu'il pourrait accomplir s'il était libre. Les archives indiquent qu'au moins 320 prisonniers d'Azincourt ont été identifiés comme ayant été faits vivants et rançonnés avec succès, représentant une richesse énorme répartie entre leurs ravisseurs anglais. La fracture de classe brutale qui caractérisait la société médiévale s'étendait à la captivité avec des conséquences dévastatrices pour les soldats du commun. Les chevaliers et la noblesse pouvaient s'attendre à un traitement raisonnablement humain et à une voie claire vers la liberté éventuelle grâce à la rançon. Ils étaient des marchandises de valeur à préserver jusqu'à l'arrivée du paiement. L'infanterie et les roturiers, cependant, n'avaient droit à aucune des considérations accordées à la noblesse, comme l'indiquent crûment les sources contemporaines. Les fantassins du commun capturés pouvaient être vendus comme esclaves s'il existait un marché. La plupart étaient simplement relâchés peu après la bataille, à condition de se présenter à un endroit spécifié. Essentiellement, une libération sur parole, sans signification, conçue pour les éloigner du champ de bataille. L'alternative était encore plus sombre. Beaucoup étaient massacrés sur le champ, plutôt que de devenir un fardeau pour les ressources alimentaires du vainqueur. Cela soulève un calcul économique glaçant, auquel les commandants médiévaux étaient régulièrement confrontés. Nourrissez-vous des soldats ennemis capturés qui n'ont aucune valeur de rançon, ou les tuez-vous? Le massacre d'Azincourt en 1415 fournit l'exemple le plus célèbre et le plus controversé de ce calcul poussé à son extrême horrifiant. Le roi Henri V, face à une situation désespérée, ordonna le massacre de la plupart des prisonniers français sous la garde de son armée, possiblement des milliers d'hommes. Les récits contemporains suggèrent qu'il n'épargna que ceux du plus haut rang, les plus susceptibles de rapporter d'énormes rançons. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Les Français capturés étaient si plus nombreux que leurs ravisseurs anglais, et Henri craignait qu'ils ne se réarment et ne submergent ses troupes épuisées, d'autant plus qu'une 3e division française se préparait à attaquer. La réaction contemporaine à ce massacre en dit long sur les valeurs médiévales. Les critiques condamnèrent Henri non pas pour l'acte de tuerie de masse en soi, mais pour les personnes qu'il a tuées, des nobles et des gentilshommes, plutôt que des soldats de basse naissance. La distinction importait immensément aux sensibilités médiévales. Parmi les survivants ramenés en Angleterre se trouvaient des nobles majeurs, comme Charles, duc d'Orléans, Jean de Clermont, duc de Bourbon, et Louis de Bourbon, comte de Vendôme. Ces hommes étaient trop précieux comme pions politiques et sources de rançon pour être gaspillés. La réalité choquante qui se dégage de l'étude du système de rançon est que la chevalerie médiévale avait un prix précis. Votre classe sociale, déterminée par l'accident de la naissance, décidait littéralement si vous viviez ou mouriez après une bataille. L'honneur et le profit s'entremêlaient si profondément que les contemporains ne voyaient aucune contradiction dans cet arrangement. Un chevalier pouvait disserter avec éloquence sur la fraternité chevaleresque, tout en calculant simultanément combien d'argent son noble captif rapporterait. Pour ceux qui étaient blessés dans les batailles médiévales, les suites immédiates apportaient une souffrance qui défie l'imagination moderne. Les sources contemporaines sont d'une clarté brutale. Si un soldat était blessé, il était à peu près livré à lui-même. Les soldats français blessés à Azincourt sont décrits comme rampant vers un bois voisin ou des villages proches du mieux qu'ils pouvaient, beaucoup expirant pendant la tentative. Ceux qui étaient de trop gravement blessés pour bouger gisaient, souffrant sans aide dans l'air froid de la nuit, leurs gémissements et leurs appels continus créant une bande-son d'agonie qui a dû hanter quiconque se trouvait à portée de voix. La plus cruelle des ironies. Alors même qu'ils mouraient, ils étaient systématiquement dépouillés de leurs biens par leurs ennemis, comme par leurs camarades, délestés de tout ce qui avait de la valeur avant que la mort ne puisse les réclamer. Qui pouvait fournir des soins médicaux dépendait entièrement de la chance et du statut social. Un chevalier blessé dans la suite d'un seigneur pouvait recevoir l'attention de quiconque ce seigneur avait sous la main. Peut-être un serviteur avec quelques connaissances médicales, peut-être un suiveur d'armée expérimenté dans le traitement des blessures, peut-être un autre guerrier familier des blessures de guerre. Des barbiers chirurgiens accompagnaient de nombreuses armées, mais leurs services devaient être payés.
avant 1453, des hommes connus sous le nom de coupeurs suivirent les troupes spécifiquement pour soigner les blessés, extrayant leurs honoraires directement du soldat lui-même. Si vous ne pouviez pas payer, vous souffriez. Si vous ne pouviez pas payer et que vous aviez de la chance, peut-être que quelqu'un vous aidait quand même. Si vous n'aviez pas de chance, vous mourriez seul sur le sol froid, votre richesse déjà pillée, votre corps attendant d'être enterré dans une fosse commune anonyme. Ceux qui avaient la chance de recevoir un traitement rencontraient un processus médical en 2 étapes. Des hôpitaux de campagne étaient établis près des champs de bataille, généralement dans des églises ou des monastères, où les blessures étaient d'abord évaluées et nettoyées. Si le temps et les circonstances le permettaient, le blessé pouvait ensuite être transporté dans un hôpital de camp où la plaie serait refermée et laissée à guérir. Ce système, rudimentaire selon les normes modernes, représentait néanmoins une médecine militaire organisée qui sauvait des vies. Les techniques chirurgicales disponibles nous sembleraient horribles, mais elles étaient étonnamment sophistiquées compte tenu des contraintes des connaissances médicales médiévales. L'amputation avait été affinée au point de devenir un art. Un chirurgien habile pouvait retirer un membre endommagé en moins d'1 minute et arrêter le saignement en 3 à 4 minutes. L'extraction des flèches présentait des défis particuliers, amenant les médecins à développer une technique contre-intuitive. Ils laissaient la plaie s'infecter, permettant délibérément à l'infection de ramollir les tissus environnants, ce qui facilitait l'extraction. Le traitement des plaies employait diverses méthodes, notamment la cautérisation au fer rouge, des remèdes à base de plantes dont l'efficacité variait considérablement et certaines pratiques réellement bénéfiques. Des asticots étaient intentionnellement introduits pour débrider les tissus nécrosés, une technique que la médecine moderne a en fait ravivée. Le miel servait d'agent antibactérien pour prévenir l'infection, anticipant là encore la compréhension moderne. Les pansements comprenaient de la graisse, des matériaux absorbants, des toiles d'araignée, des coquillages broyés, de l'argile et de la térébenthine. Le vin était utilisé comme antiseptique pour laver les plaies. Sa teneur en alcool offrait un réel bénéfice antiseptique, ce qui en faisait plus qu'une superstition. Ambroise Paré, un chirurgien militaire français qui a vécu de 1510 à 1590, a été le pionnier de nombreuses avancées dans le traitement des blessures de guerre qui deviendraient de la pratique courante. Son utilisation de pansements spécialisés et de ligatures pour arrêter les saignements lors des amputations a sauvé d'innombrables vies. La médecine médiévale, bien que limitée par l'absence de la théorie des germes et de la pharmacologie moderne, n'était pas le domaine de l'incompétence totale que la culture populaire suggère souvent. Les connaissances pratiques accumulées par la dure expérience ont créé des protocoles de traitement qui fonctionnaient, même si les praticiens ne comprenaient pas entièrement pourquoi. Pourtant, nous ne pouvons pas romancer la réalité brutale. La survie après une blessure grave restait largement déterminée par la richesse et le statut. Les soldats du commun étaient fréquemment abandonnés, laissés à se débrouiller seuls ou à mourir. L'infection tuait beaucoup de ceux qui survivaient à leurs blessures initiales, et aucune quantité de miel ou de vin ne pouvait sauver un homme dont la blessure devenait septique. Les preuves archéologiques de Towton montrent la brutalité du combat médiéval et les faibles chances de survivre à une blessure grave à cette époque. La différence entre un chevalier ayant accès à des soins chirurgicaux immédiats et un simple fantassin saignant sur le sol froid signifiait souvent la différence entre la vie et la mort. Enterrer les morts, après une bataille, était considéré comme un devoir chrétien, une obligation morale que les gens du Moyen Âge prenaient au sérieux, quel que soit le camp qui avait gagné. La préférence allait toujours à l'inhumation en terre consacrée, les cimetières et les enclos paroissiaux bénis par l'autorité religieuse. Mais les réalités pratiques rendaient souvent cela impossible. Les champs de bataille voyaient généralement un nettoyage le lendemain des combats, poussé par une nécessité urgente. La décomposition progresse rapidement, et le risque pour la santé publique posé par des milliers de cadavres en décomposition exigeait une action rapide. Le processus suivait un schéma sinistrement efficace. Les corps étaient rassemblés soit par l'armée victorieuse, soit par les populations locales réquisitionnées, fouillés une dernière fois pour tout objet de valeur oublié, entièrement dénudés et enterrés dans de grandes fosses communes, creusées à la hâte près du champ de bataille. L'archéologie moderne est confrontée à un problème déroutant lorsqu'elle étudie la guerre médiévale. Seule une poignée de tombes de champs de bataille de la fin du Moyen Âge ont été fouillées selon les normes scientifiques contemporaines. Ces tombes s'avèrent extrêmement difficiles à trouver.
la plupart étant découvertes purement par hasard lors de projets de construction ou de travaux agricoles. Cela soulève des questions profondes. Où sont tous les morts? Nous savons d'après les archives historiques que les grandes batailles ont fait des milliers de morts. Pourtant, nous avons trouvé remarquablement peu de leurs restes. La réponse implique probablement de multiples facteurs, des corps déplacés vers des terres consacrées pour une inhumation ultérieure, des marqueurs organiques décomposés depuis longtemps, et la simple difficulté de localiser des fosses communes non marquées des siècles après les faits. Il reste incertain combien de soldats tombés ont reçu une sépulture individuelle dans des cimetières d'églises par rapport à une inhumation de masse sur le champ de bataille, et dans quelle mesure le statut ou l'allégeance ont influencé ces décisions. La bataille de Visby, le 27 juillet 1361, fournit des preuves archéologiques extraordinaires, précisément parce que des circonstances inhabituelles ont conduit à l'inhumation des corps de manière à les préserver pour l'étude moderne. Les forces danoises ont affronté les Yeomen du Gotland dans une bataille brutale qui a fait environ 1800 morts. 5 fosses communes ont été creusées à l'extérieur des murs de la ville, desquelles les archéologues ont finalement récupéré 1185 corps, la plus grande collection de squelettes de champs de bataille en Europe. Ce qui rend Visby unique, c'est que de nombreux corps ont été enterrés alors qu'ils portaient encore leur armure, chose presque inouïe dans la guerre médiévale. Pourquoi? La combinaison du temps chaud et du nombre énorme de morts a anéanti tous les efforts pour dépouiller les cadavres, avant que la décomposition ne rende la tâche insupportable. L'armure que ces hommes portaient était ancienne et démodée, suggérant que les forces de défense du Gotland étaient à l'équiper. L'analyse a révélé qu'au moins un tiers de l'armée de défense était composée de mineurs et de vieillards, un baroud d'honneur désespéré d'une population qui avait épuisé ses hommes en âge de combattre. Les restes squelettiques portaient environ 450 blessures d'armes tranchantes comme des épées et des haches, et environ 120 blessures d'armes perforantes comme des lances et des flèches. Les objets conservés comprenaient des chemises de mailles, des coiffes, des gantelets, des masses d'armes, des épées, des arbalètes et des pointes de flèches, offrant une fenêtre sans précédent sur l'équipement militaire du XIVe siècle. La fosse commune de la bataille de Towton, livrée en 1461 pendant la guerre des Deux Roses, a été découverte en 1996 par des ouvriers du bâtiment, exactement le genre de découverte fortuite qui caractérise l'archéologie des champs de bataille. Contenant à l'origine 61 corps, la fosse a livré 50 squelettes en assez bon état pour une analyse détaillée entre 1996 et 2003. Les découvertes ont choqué les chercheurs. La plupart des hommes étaient âgés de 24 à 30 ans, et beaucoup montraient des signes d'avoir survécu à des engagements précédents. C'étaient des soldats expérimentés, pas des recrues brutes. L'analyse des traumatismes a révélé la brutalité sauvage du combat médiéval. 28 crânes retrouvés portaient 113 blessures à eux seuls, tandis que l'ensemble des 38 corps présentait 43 blessures post-crâniennes. Les blessures ont été classées comme 73 provenant de traumatismes par arme blanche, 28 de traumatismes contondants et 12 blessures par perforation. Un squelette, désigné Towton 25, portait des traces d'une violence particulièrement horrible. L'avant de son crâne avait été sectionné par une lame, et une arme avait tailladé son visage, coupant une profonde blessure qui a fendu l'os. Les blessures les plus courantes apparaissaient sur les avant-bras, identifiées comme des blessures de défense subies en tentant de parer les coups entrants. Remarquablement, aucune blessure n'a été trouvée sur les torses, ce qui est attribué à la qualité protectrice de l'armure contre les tirs au corps. Ce que l'armure ne pouvait pas protéger, c'étaient les têtes et les membres. Des coups répétés au crâne avec des haches d'armes et des marteaux de guerre ont laissé des dommages d'écrasement distinctifs. Plusieurs corps montraient des signes de coups de poignard dans la nuque, de gorges tranchées et de mutilations effectuées sur les cadavres, des actes de rage ou de haine qui allaient au-delà de la simple mise à mort requise pour gagner une bataille. Cette preuve d'acharnement suggère que Towton, déjà connue historiquement comme l'une des batailles les plus sanglantes livrées sur le sol anglais, a été marquée par une sauvagerie particulière, même selon les normes médiévales. Bien que l'inhumation fût la norme, il existait des exceptions suffisamment importantes pour mériter l'attention. Si une bataille était très grande, ou si le camp vainqueur voulait délibérément manquer de respect à l'ennemi tombé, les corps pouvaient simplement être laissés à se décomposer là où ils étaient tombés. Cela créait un cauchemar de santé publique et violait les sensibilités chrétiennes concernant une sépulture appropriée,
mais des considérations politiques et pratiques l'emportèrent parfois sur le devoir religieux. La tapisserie de Bayeux, dépeignant les suites de la bataille d'Hastings en 1066, montre des soldats empilant les corps et dépouillant les objets de valeur, après quoi les cadavres étaient rapidement incinérés ou enterrés dans des fosses communes voisines, la vitesse étant essentielle. Les hauts dignitaires recevaient un traitement très différent, soulignant les distinctions de classe qui persistaient même dans la mort. Les nobles étaient souvent transportés sur des distances considérables pour être enterrés dans des églises importantes, leurs tombes marquées d'effigies élaborées. Les chevaliers de rang inférieur pouvaient être enterrés dans les églises locales, avec une cérémonie appropriée. Diverses tombes et effigies à travers l'Europe commémorent des barons et des chevaliers tombés dans des batailles particulières, leurs identités préservées, tandis que des milliers de soldats du commun disparaissaient dans des tombes anonymes. Un héritage inattendu des batailles médiévales se manifeste dans le paysage lui-même. Les champs de bataille sont souvent les champs les plus fertiles aujourd'hui, avec des cultures poussant de manière notablement plus dense et plus forte là où les corps se sont décomposés il y a des siècles. Le phénomène résulte des nitrates laissés par tant de cadavres en décomposition qui enrichissent le sol. Le sang et la chair des soldats médiévaux ont littéralement nourri la terre, créant un bénéfice agricole macabre qui persiste à travers les siècles. Le pillage qui suivait les batailles médiévales n'était pas simplement un vol opportuniste, mais représentait souvent des opérations criminelles organisées avec des méthodes systématiques et des motivations économiques claires. La complexité de telles opérations est illustrée par des incidents lors du siège d'Acre en 1191, où des voleurs se sont infiltrés dans les camps ennemis pour voler des objets de valeur et même enlever des individus pour les rançonner ou les vendre. Une telle activité criminelle organisée prospérait dans le chaos de la guerre médiévale, opérant dans l'espace trouble entre les opérations militaires légitimes et le banditisme pur et simple. Comprendre ce phénomène nécessite d'examiner le contexte économique dans lequel opéraient les soldats médiévaux. Beaucoup, en particulier ceux des rangs mal rémunérés, se tournaient vers le pillage par nécessité économique plutôt que par simple cupidité. Des pans importants des armées médiévales ne recevaient aucune solde régulière. Ces hommes rejoignaient les campagnes militaires avec l'entente explicite qu'ils aideraient occasionnellement à remplir les rangs en échange d'un accès à un butin potentiel. Ils existaient dans cet espace liminal entre le soldat légitime et le criminel, appauvri et exposé à la violence, se tenant à la frontière entre le crime civil et la prédation sur le champ de bataille. Pour de tels hommes, une grande bataille représentait l'une des rares occasions d'acquérir une richesse qui, autrement, resterait à jamais hors de leur portée. Parmi toutes les cibles possibles pour les pillards, le vol de chevaux représentait l'activité la plus lucrative. À une époque dominée par la guerre de cavalerie, les chevaux de qualité étaient des atouts militaires essentiels, atteignant des prix énormes. Un cheval de guerre correctement entraîné coûtait autant qu'une petite ferme. Voler ces animaux lorsque l'engagement militaire direct s'avérait irréalisable constituait une stratégie sophistiquée de guerre d'usure. Si vous ne pouviez pas vaincre l'ennemi en bataille rangée, vous pouviez paralyser son efficacité militaire en volant ses montures. Les archives contemporaines notent fréquemment des pertes dévastatrices de chevaux pendant les campagnes, des pertes qui avaient des conséquences à la fois militaires et économiques. La criminalité basée dans les camps qui prospéraient au sein des campements militaires ajoutait une autre dimension à ce phénomène. Les crimes opportunistes étaient constants, forçant les soldats à maintenir leur vigilance même lorsqu'ils s'occupaient de leurs besoins biologiques. Un homme ne pouvait pas se soulager en toute sécurité sans surveiller ses biens. Le vol entre supposés camarades était simplement accepté comme un aspect inévitable de la vie militaire. La confiance n'allait pas plus loin quand tout le monde était désespéré et que la plupart possédaient peu. Après le départ des armées d'un champ de bataille, les pillards locaux descendaient pour ramasser ce qui restait. Leur motivation était en partie la simple acquisition, mais aussi le désespoir. Les armées médiévales dévastaient régulièrement les régions qu'elles traversaient. Les récoltes étaient piétinées, le bétail mangé ou volé, les maisons saccagées pour tout ce qui pouvait être utile. La population locale, confrontée à une famine potentielle, avait une forte incitation à récupérer tous les objets qu'elle pouvait sur le champ de bataille pour compenser ses pertes. Ces civils devenaient la dernière vague de chacals humains, espérant trouver des pièces de monnaie tombées, des armures endommagées qui pouvaient être réparées, des armes, des vêtements, tout ce qui avait une valeur de revente ou une utilité. Les récits contemporains parlent de ces pillards avec mépris,
Mais la nécessité économique guidait leurs actions aussi sûrement qu'elle guidait les soldats qui avaient créé le carnage en premier lieu. Lorsqu'un château ou une ville tombait finalement après un siège, la pratique standard dans toute l'Europe médiévale était systématique et horrifiante: saccager, piller, brûler, violer et assassiner. Les actes de clémence envers les défenseurs qui ne s'étaient pas rendus quand ils en avaient eu l'occasion étaient l'exception, pas la règle, comme l'ont documenté les historiens militaires. Les défenseurs qui se battaient jusqu'au bout ne pouvaient s'attendre à aucune pitié. Le pillage était reconnu comme l'un des problèmes les plus insolubles de la guerre médiévale par les autorités contemporaines qui luttaient sans succès pour le soumettre au droit militaire. Les tentatives répétées de réglementer le pillage et le butin par des codes juridiques et des ordonnances militaires ont échoué. La pratique s'est avérée trop ancrée dans la structure économique de la guerre, trop attendue par les soldats comme compensation pour leurs services, et trop utile comme tactique de terreur contre les futurs ennemis. Le paysage juridique entourant ces atrocités révèle le cadre moral, ou son absence, qui régissait la guerre médiévale. Les soldats n'étaient théoriquement pas censés dépouiller les citoyens de leur propre pays, bien que cette interdiction fût régulièrement ignorée. Une protection bien moindre était accordée à la population civile des territoires ennemis. Aucun système judiciaire efficace n'existait pour poursuivre les atrocités commises pendant la guerre. Aucun code pénal n'avait encore été écrit pour définir les crimes de guerre tels que nous les comprenons aujourd'hui. Les commandants militaires détenaient une large autorité, et ce qui se passait après la chute d'une ville était largement à leur discrétion. S'ils choisissaient de permettre à leurs troupes de se déchaîner pendant 3 jours en récompense d'un siège difficile, aucun mécanisme légal ne les en empêchait. Certaines forces militaires ont utilisé cette brutalité de manière stratégique. Les Mongols ont perfectionné une approche psychologique. Ils approchaient une ville, exigèrent la reddition et un tribut, et promettaient une destruction complète en cas de refus. La menace d'une guerre totale, chaque habitant tué, chaque bâtiment brûlé, la terre même salée, s'est avérée suffisante pour que la plupart des villes se rendent sans combat. Les quelques-unes qui ont résisté et sont tombées ont servi de leçon de choses. Les Mongols s'assuraient que la nouvelle se répande sur ce qui se passait quand on les défiait, créant une réputation qui précédait leurs armées et réduisait le besoin de combats réels. Des exemples historiques spécifiques démontrent l'ampleur et l'horreur des atrocités médiévales contre les civils. Le sac de Damas par Tamerlan en 1401 comprenait des viols de masse méticuleusement enregistrés par les chroniqueurs. La chute de Constantinople en 1453 a entraîné des viols de masse, la mise en esclavage de femmes et de filles, et l'esclavage sexuel de jeunes garçons à une échelle qui a choqué même les observateurs endurcis. Pendant les guerres d'Italie, la violence contre les non-combattants était une pratique régulière, le sac de villes riches s'accompagnant de meurtres de masse. Les estimations contemporaines du nombre de morts dans des incidents individuels vont de quelques dizaines à plusieurs milliers, la variance reflétant à la fois la difficulté d'un comptage précis et les différentes motivations politiques de ceux qui comptaient. Le sac de Rome en 1527 a mérité la désignation de l'un des plus horribles de l'histoire. Un sénateur vénitien qui a été témoin des suites a écrit que l'enfer lui-même était un spectacle plus beau à voir. Les premières tentatives d'établir une responsabilité légale pour de tels crimes ont parfois émergé. Peter von Hagenbach, un chevalier qui a vécu d'environ 1420 à 1474, a été jugé pour transgression des règles de la guerre. Un tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à la décapitation, représentant l'une des premières tentatives documentées de tenir un commandant militaire légalement responsable d'atrocités. Ce précédent, bien qu'important, a eu un effet pratique limité sur la guerre médiévale en général. L'impact sur les populations civiles s'étendait bien au-delà des morts et des blessures immédiates. La destruction économique pouvait persister pendant des générations, avec des terres agricoles dévastées, des réseaux commerciaux brisés et des artisans qualifiés tués ou dispersés. Le traumatisme psychologique affectait profondément les survivants, bien que nous ayons peu de preuves directes de cela dans les archives historiques. Le tissu social des communautés était déchiré, avec des familles séparées par la mort et l'esclavage, des hiérarchies traditionnelles perturbées et une mémoire collective marquée par des expériences de violence extrêmes. La guerre médiévale, en ce sens, était souvent plus dévastatrice pour les civils que pour les combattants réels, une sombre réalité qui persiste dans les conflits modernes.
Les forces victorieuses dans les batailles médiévales marquaient leur succès par des cérémonies religieuses élaborées qui en disent long sur la vision du monde spirituel de l'époque. L'hymne du Te Deum, dont le titre latin Te Deum Laudamus signifie « Toi, Dieu, nous louons », a servi d'expression catholique standard d'action de grâce pendant des siècles. Cet hymne ancien, datant au moins du IVe siècle, était chanté après les grandes victoires pour remercier Dieu de sa faveur et pour reconnaître que le succès militaire ne venait pas seulement de la prouesse humaine, mais de l'intervention divine. Les célébrations qui ont suivi la bataille d'Azincourt en 1415 illustrent à quel point la religion imprégnait la culture militaire médiévale. Lorsque la nouvelle de la victoire éclatante d'Henri V est parvenue à Londres, le maire et la population ont chanté le Te Deum dans toute la ville. Les cloches des églises sonnaient de chaque tour, leurs carillons se propageant sur des kilomètres et annonçant le triomphe à tous ceux qui pouvaient l'entendre. Un service de prière formel a eu lieu à l'abbaye de Westminster, auquel ont assisté à la fois le maire et des membres de la famille royale. C'était une action de grâce nationale, unissant le peuple anglais dans la gratitude envers Dieu pour l'avoir délivré de ce qui semblait être une défaite certaine contre une force française beaucoup plus nombreuse. Des célébrations similaires ont marqué la bataille de Lépante en 1571, lorsque le roi Philippe II d'Espagne a ordonné que le Te Deum soit chanté dans tous ses royaumes après qu'une flotte catholique ait remporté la victoire sur les Turcs ottomans. Cette bataille a stoppé l'avancée navale musulmane en Europe catholique, et sa signification religieuse était considérée comme primordiale. L'Angleterre médiévale, en tant que pays profondément catholique avant la Réforme, possédait des traditions bien établies de rituels religieux publics célébrant le thème de l'action de grâce. Des liturgies publiques d'action de grâce étaient proclamées à diverses occasions au-delà des victoires militaires, récoltes réussies, naissance royale, délivrance de la peste. Les souverains proclamaient régulièrement des jours d'action de grâce, avec le Te Deum chanté en latin, reliant les événements terrestres à la providence divine. Pourtant, à côté de ces cérémonies religieuses solennelles, existaient des démonstrations de comportements chevaleresques qui semblent presque théâtrales dans leur performance d'idéaux nobles. Après la bataille de Poitiers, le prince anglais victorieux, Édouard, prépara le souper dans son logis pour le roi de France capturé, Jean, et d'autres grands seigneurs qui étaient ses prisonniers. Les récits contemporains soulignent que le prince servit le roi, aussi humblement qu'il le put, jouant le rôle de serviteur de son captif royal. Cette démonstration de courtoisie chevaleresque doit être comprise dans son contexte. Ces hommes attendaient des paiements de rançon qui enrichiraient énormément leurs ravisseurs. La performance de la noblesse et de l'honneur servait des objectifs politiques et sociaux, créant des récits qui seraient enregistrés par les chroniqueurs et rappelés par la postérité. Ces actes démontraient que la victoire pouvait être obtenue sans sacrifier les codes de conduite qui séparaient les chevaliers chrétiens civilisés des simples barbares. Les suites de la bataille d'Hastings ont produit un type de réponse religieuse différent qui reconnaissait le fardeau spirituel créé par la guerre. Les évêques de Normandie ont institué l'ordonnance pénitentielle, un ensemble détaillé de pénitences requises de tous les participants à la campagne. Ce document remarquable reconnaissait que même une guerre juste, même une guerre victorieuse, laissait des taches spirituelles sur ceux qui avaient tué. L'ordonnance spécifiait différentes pénitences en fonction de ce qu'un homme avait fait pendant la campagne, combien il avait tué, s'il avait pillé, s'il avait violé d'autres interdictions. Cet effort que les ecclésiastiques médiévaux ont investi dans la réflexion sur l'expiation du meurtre suggère une réelle conscience de la nécessité de ritualiser le retour à la vie normale. Les guerriers qui avaient passé des jours dans l'état exacerbé du combat, qui avaient tué et vu des amis tués, qui avaient été témoins et peut-être participé à des atrocités, ne pouvaient pas simplement retourner dans la société civile sans avoir changé. Le système de pénitence fournissait un cadre pour reconnaître ce qui s'était passé et travailler à la réconciliation spirituelle. Ces diverses réponses à la victoire révèlent de profondes contradictions au cœur de la culture médiévale. L'action de grâce religieuse coexistait avec une brutalité systématique. Les démonstrations de courtoisie chevaleresque masquaient de froids calculs économiques sur la valeur des rançons. La pénitence pour le péché de tuer était accomplie tout en célébrant simultanément les victoires mêmes qui exigeaient ce meurtre. Les gens du Moyen Âge, comme les gens de toutes les époques, possédaient la capacité de maintenir simultanément des valeurs apparemment contradictoires, leur vision du monde étant suffisamment vaste pour englober à la fois
une foi religieuse profonde et une violence calculée. La notion que le traumatisme psychologique du combat est un phénomène moderne, quelque chose qui n'est apparu qu'avec la guerre industrielle du XXe siècle, représente une incompréhension fondamentale de la psychologie humaine. Les preuves de souffrance psychologique liées au combat remontent à l'histoire ancienne. Des textes assyriens anciens datant de 1300 à 609 avant notre ère contiennent des références à des soldats présentant des symptômes remarquablement similaires au syndrome de stress post-traumatique moderne, représentant potentiellement la plus ancienne preuve documentée de traumatisme de combat. L'historien grec Hérodote a rapporté un incident de la bataille de Marathon en 490 avant notre ère, au cours duquel un soldat est devenu aveugle après avoir vu un ami tué à côté de lui, une réponse psychosomatique au traumatisme. La biographie du général romain Caius Marius par Plutarque décrit un homme souffrant de terreurs nocturnes, de rêves harcelants, d'une consommation excessive d'alcool et de flashbacks de batailles précédentes lorsqu'il était soumis à un stress intense. Ces symptômes seraient instantanément reconnaissables par n'importe quel psychologue moderne comme étant compatibles avec le SSPT. Les chevaliers médiévaux, malgré leur réputation de guerriers endurcis élevés dans la violence, n'étaient pas à l'abri des conséquences psychologiques d'une exposition répétée au combat. Geoffroy de Charny, un chevalier très respecté du XIVe siècle, a écrit un livre sur la chevalerie qui comprenait des descriptions de conséquences psychologiques qui ressemblent fortement aux symptômes du SSPT, selon les spécialistes modernes. Charny mentionnait les épreuves que les chevaliers enduraient, un mauvais sommeil qui les laissait constamment épuisés, une faim qui les rongeait même lorsque la nourriture était disponible, et la sensation que la nature elle-même se retournait contre eux. Ces descriptions suggèrent une compréhension que la guerre prélevait un tribut mental au-delà des dangers physiques. Les chroniques médiévales, lorsqu'on les lit attentivement, contiennent de nombreuses références à des chevaliers et des soldats hantés par des visions de bataille et tourmentés par les visages de ceux qu'ils avaient tués. Ces récits cadrent généralement la souffrance en termes religieux ou moraux plutôt que médicaux. Le guerrier est puni pour ses péchés, ou les morts reviennent comme des esprits agités. Mais la réalité psychologique sous-jacente demeure. La saga de Grettir d'Islande décrit son protagoniste souffrant d'une peur et d'une anxiété intense à la suite de combats. Une rupture avec l'idéal du guerrier stoïque que la tradition des sagas célébrait habituellement. Pendant la Troisième Croisade, de 1189 à 1192, un chroniqueur a décrit des croisés qui avaient survécu indemnes physiquement, mais dont les cœurs étaient transpercés par les épées des chagrins de différentes sortes de souffrances. Cette formulation poétique capture quelque chose d'essentiel sur les blessures psychologiques qui ne peuvent être vues mais qui n'en sont pas moins réelles. Les réponses religieuses et sociales aux guerriers de retour suggèrent que la société médiévale possédait au moins une compréhension intuitive que le combat changeait les hommes. Les pratiques pénitentielles instituées après les batailles remplissaient une fonction psychologique en plus de leur but spirituel. En fournissant une reconnaissance ritualisée de ce que le guerrier avait vécu et fait, en exigeant des actes d'expiation spécifiques, le système créait une voie de retour à la normalité. Cela pourrait être compris comme une forme primitive de traitement psychologique, bien que les gens du Moyen Âge n'auraient jamais utilisé une telle terminologie. Le rôle de la communauté dans l'accueil des guerriers, le rôle de l'Église dans l'absolution de leurs péchés et la disposition occasionnelle du système juridique d'un statut spécial pour les vétérans suggèrent tous des structures sociales conçues pour gérer la réintégration d'hommes qui avaient été fondamentalement changés par la violence. Pourquoi les gens du Moyen Âge n'étaient-ils pas immunisés contre les traumatismes psychologiques malgré une vie dans une époque plus violente? Il est vrai que la personne moyenne dans les sociétés anciennes ou médiévales était bien plus exposée à la mort et à la violence que les citoyens modernes des nations développées. Les exécutions publiques étaient des événements communautaires. La mortalité infantile était stupéfiante. La maladie tuait sans avertissement. Les animaux étaient abattus dans les rues et les maisons. Cette plus grande familiarité avec la réalité de la mort signifiait sûrement que les gens du Moyen Âge étaient plus conditionnés à y faire face. Cependant, il n'y a aucune raison de croire qu'ils étaient complètement immunisés contre les conséquences psychologiques d'une exposition continue à une violence extrême. Le traumatisme de combat diffère des autres rencontres avec la mort. L'infliction intentionnelle de la mort à d'autres êtres humains, la proximité constante de sa propre mort violente potentielle, la surcharge sensorielle de la bataille,
les blessures morales de commettre ou d'être témoin d'atrocités, tout cela crée des impacts psychologiques qui transcendent la simple exposition à la mortalité. La psychologie humaine n'a pas fondamentalement changé au cours des quelques milliers d'années d'histoire documentée. Les mêmes mécanismes neuronaux qui produisent le SSPT chez les vétérans de combat modernes existaient chez les guerriers médiévaux. Ce qui diffère, c'est le vocabulaire disponible pour décrire la souffrance, les cadres culturels utilisés pour l'expliquer et l'étude systématique qui permet à la médecine moderne de la diagnostiquer et de la traiter. Les gens du Moyen Âge manquaient du cadre diagnostique, mais l'expérience humaine sous-jacente du traumatisme n'en était pas moins réelle. Le silence dans de nombreuses sources historiques sur la souffrance psychologique n'indique pas son absence. Il reflète les priorités culturelles de ceux qui ont écrit les sources, le vocabulaire limité disponible, et la tendance à cadrer une telle souffrance en termes religieux ou moraux plutôt que médicaux. Comprendre ce qui s'est passé après les batailles médiévales nécessite de se confronter aux sources qui documentent ces événements, en reconnaissant à la fois leurs aperçus inestimables et leurs profondes limitations. Les « Chroniques » de Jean Froissart représentent l'une des plus importantes histoires en prose de la guerre de Cent Ans, couvrant les événements de 1327 à 1400 à travers l'Europe occidentale. L'œuvre de Froissart combine des témoignages oculaires de participants avec des documents originaux auxquels il a réussi à accéder, créant des vignettes dramatiques et des portraits de personnages vivants qui donnent vie à la période. Son écriture capture à la fois le faste de la guerre médiévale, les bannières colorées, les armures élaborées, les aspects cérémoniels du combat et sa brutalité, du moins dans une certaine mesure. Pourtant, les chroniques de Froissart comportent des limitations importantes qui façonnent ce qu'elles révèlent et dissimulent. Écrivant pour des mécènes courtois qui apprécièrent de certains récits, Froissart a mis l'accent sur la splendeur et le faste conformément aux traditions chevaleresques. Les idéaux héroïques de la chevalerie reçoivent un traitement approfondi. Les victimes et les causes de la souffrance sont souvent négligées ou minimisées. Son récit des suites de la bataille de Poitiers se concentre sur la scène courtoise du prince préparant le souper pour le roi de France capturé et les grands seigneurs, les servant humblement dans une démonstration de vertu chevaleresque. Ce dont il n'écrit pas, les soldats du commun tués ou mourants, le pillage des cadavres, les calculs brutaux sur qui vit et qui meurt, importent autant que ce qu'il inclut. Cette mémoire sélective servait les objectifs politiques et sociaux de ces mécènes, qui préféraient des récits qui renforcèrent leur image de chevaliers honorables, plutôt que de participants à une entreprise brutale et lucrative. Jean de Joinville, l'un des grands chroniqueurs de la France médiévale, offre une perspective nettement différente. Son œuvre la plus célèbre, La vie de Saint Louis, fournit une biographie du roi Louis IX et relate la 7e croisade à laquelle Joinville a personnellement participé. En tant que témoin direct des événements qu'il décrit, Joinville apporte une autorité immédiate à son récit. Ce qui distingue son écriture, c'est sa description poignante et implacable des souffrances que les troupes françaises ont endurées. Ces descriptions de bataille parviennent à être à la fois passionnantes et détaillées, sans jamais lésiner sur les réalités macabres des dommages physiques infligés par les armes médiévales. Des épées tranchant la chair et les os, des corps piétinés par les chevaux, des hommes se noyant dans des armures trop lourdes pour nager. Joinville note tout. Son récit est sincère et s'efforce d'être neutre sur tout ce qu'il a personnellement vécu, bien que sa dévotion à Louis IX colore son portrait général. L'œuvre est pleine de vie, incorporant des anecdotes et même de l'humour à côté de l'horreur, créant une image plus complète de l'expérience des croisades. Ce que les chroniques médiévales révèlent et dissimulent reflète les circonstances de leur création. Ces œuvres ont été écrites pour des publics spécifiques, généralement des nobles et des mécènes qui ont commandé ou soutenu le travail du chroniqueur. Des agendas politiques ont façonné les événements qui ont été mis en avant et ceux qui ont été minimisés ou entièrement omis. Certaines brutalités pouvaient être mentionnées, en particulier lorsqu'elles servaient à diaboliser un ennemi, mais d'autres étaient passées sous silence pour protéger la réputation des mécènes du chroniqueur ou de leurs alliés. La tension entre les idéaux héroïques et les réalités économiques reçoit rarement une reconnaissance directe. Plus significativement, les roturiers restent largement invisibles dans ces récits. Lorsque les soldats du commun apparaissent, ils existent généralement en toile de fond des exploits des nobles, leurs expériences et souffrances individuelles étant jugées indignes d'un enregistrement détaillé. C'est là que l'archéologie apporte un correctif crucial au registre textuel. Les squelettes ne mentent pas sur la façon dont ils sont morts.
Les fosses communes de Taunton et de Visby révèlent une brutalité que les chroniques minimisent ou ignorent. Les coups répétés au crâne, la mutilation des cadavres, le nombre effarant de morts. Les preuves matérielles démontrent des réalités qui auraient violé les récits chevaleresques que les chroniqueurs construisaient. Lorsque les découvertes archéologiques contredisent ou compliquent les sources écrites, nous obtenons un aperçu de ce que les élites médiévales voulaient qu'on se souvienne par rapport à ce qui s'est réellement passé. La combinaison des sources textuelles et des preuves matérielles permet aux historiens modernes de construire une image plus complète, reconnaissant à la fois les idéaux authentiques qui ont motivé certains comportements médiévaux et les réalités brutales que ces idéaux n'ont souvent pas réussi à contenir. Qui étaient les hommes qui combattaient dans les batailles médiévales et que se passait-il quand ils rentraient chez eux? Contrairement aux armées professionnelles modernes, où les soldats servent pendant de longues périodes ou des carrières entières, la plupart des soldats médiévaux n'étaient que des travailleurs à temps partiel. Ils avaient des occupations civiles à retrouver à la fin des campagnes. Beaucoup possédèrent des professions qualifiées ou non qualifiées en milieu urbain: forgerons, charpentiers, marchands, ouvriers. Le soldat suisse Urs Graf en est un exemple illustratif. Son occupation principale était orfèvre, un métier hautement qualifié nécessitant des années de formation, mais il servait également dans des campagnes militaires lorsque l'occasion ou l'obligation se présentait. Cette double identité d'artisan et de guerrier caractérisait de nombreux soldats médiévaux. Pour les survivants, la réintégration économique dépendait fortement de leur succès pendant la campagne. La guerre représentait une entreprise potentiellement rentable pour ceux qui étaient assez malins ou chanceux pour en tirer parti. Un soldat qui capturait un prisonnier de valeur ou qui réussissait à piller des objets de valeur pouvait rentrer chez lui considérablement plus riche qu'à son départ. De tels hommes pouvaient utiliser leurs profits pour développer leurs entreprises, acheter des terres ou élever leur statut social dans les limites de la mobilité permise par la société médiévale. D'autres rentraient les mains vides, ayant survécu à la campagne, mais n'ayant pas réussi à s'enrichir. Ces hommes retournaient aux mêmes circonstances économiques qu'ils avaient laissées, peut-être dans une situation pire s'ils avaient accumulé des dettes pendant leur absence, ou si leur absence avait nui à leurs relations commerciales. Ceux qui survivaient à leurs blessures faisaient face à des défis physiques à vie. Les soins médicaux médiévaux, bien que plus sophistiqués qu'on ne le suppose généralement, avaient de sévères limitations. Les amputés peinaient à effectuer le travail manuel que leurs occupations précédentes exigeaient. La douleur chronique était courante et intraitable, au-delà des remèdes à base de plantes d'une efficacité douteuse. Certains vétérans handicapés se tournaient vers la mendicité, se tenant devant les églises ou sur les places de marché, exhibant leurs blessures comme preuve de leur service et de leur droit à la charité. D'autres pouvaient trouver un travail plus léger si les liens familiaux ou communautaires pouvaient être mis à profit. L'absence de tout soutien systématique pour les vétérans handicapés signifiait que les circonstances individuelles, la richesse familiale, la sympathie de la communauté, la gravité du handicap, déterminaient si un homme survivait ou mourait de faim. La réintégration psychologique présentait des défis que la société médiévale était mal équipée pour aborder systématiquement. Les guerriers revenant avec ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme des symptômes de SSPT n'avaient aucune structure de soutien formelle au-delà de ce que leur famille et leur communauté pouvaient fournir. La pénitence religieuse représentait ce qui se rapprochait le plus d'un conseil psychologique, le rituel de la confession et de l'absolution fournissant un certain cadre pour traiter les blessures morales de la guerre. Certains vétérans traumatisés cherchaient refuge dans la vie religieuse, entrant dans des monastères où la routine structurée et le retrait de la société civile offraient un environnement qu'ils pouvaient gérer. Les communautés peinaient souvent à réintégrer des hommes fondamentalement changés par leurs expériences, des hommes qui pouvaient être enclins à la violence, qui souffraient de cauchemars et de comportements étranges, qui ne pouvaient pas se réadapter au rythme de la vie civile paisible. Les changements de statut social, résultant du service militaire, variaient considérablement selon le rang initial et le succès individuel. Un soldat de naissance commune qui réussissait pouvait s'élever quelque peu en statut, bien que les barrières de classe dans la société médiévale restassent formidables. Un roturier qui s'enrichissait grâce aux rançons et au butin pouvait devenir un roturier riche, mais il restait néanmoins un roturier. La mobilité sociale que le succès militaire pouvait offrir avait des limites définies. Les nobles qui servaient dans les campagnes retournaient à leur vie de nobles,
leur statut étant largement inchangé par leur performance sur le champ de bataille, à moins qu'ils ne se soient distingués de manière si spectaculaire que leur réputation ait augmenté, ou qu'ils aient échoué de manière si spectaculaire qu'ils aient dû faire face à la honte. La plupart des soldats médiévaux, en particulier les soldats du commun, disparaissaient des archives historiques après la fin de leur campagne. Les chroniques se concentraient sur les nobles et les grands événements, pas sur les hommes ordinaires qui remplissaient les rangs. Que ces hommes aient réussi à se réintégrer dans la vie civile, qu'ils aient à prospérer ou lutter, que leurs services aient été commémorés localement, tout cela disparaît en grande partie de l'histoire. Quelques-uns pouvaient être commémorés par de modestes tombes dans les églises locales, s'ils mouraient peu après leur retour et avaient une position locale suffisante. Mais la grande majorité retournait simplement à l'obscurité, leurs expériences sur le champ de bataille n'étant connues que d'eux-mêmes et de leur entourage immédiat. Un parallèle moderne fascinant démontre la nature intemporelle des défis de la réintégration des guerriers. Un programme contemporain utilise des techniques de combat médiéval et la reconstitution comme thérapie pour les vétérans militaires modernes souffrant de SSPT. L'entraînement intensif en équipe requis pour la reconstitution de batailles médiévales, rapportent les participants, aide les vétérans à soulager la tension et à s'adapter à la vie civile. La continuité historique de l'expérience du guerrier, ancienne, médiévale et moderne, devient tangible grâce à de tels programmes, suggérant que quelque chose de fondamental dans le combat et ses suites transcende les périodes historiques spécifiques. Le voyage à travers les lendemains des batailles médiévales révèle une réalité qui brise les notions romantiques sur l'âge de la chevalerie. Le pillage systématique transformait les champs de bataille en marchés où les corps humains devenaient des marchandises à dépouiller de tout ce qui avait de la valeur. Le système de rançon, présenté comme un exemple d'honneur chevaleresque, fonctionnait comme une entreprise froidement économique dans laquelle la classe sociale déterminait littéralement si vous viviez ou mouriez. Les soldats blessés souffraient et mouraient souvent seuls, abandonnés sur le sol froid, à moins qu'ils ne possèdent la richesse ou le statut pour obtenir des soins médicaux. Les fosses communes de Visby et de Towton racontent des histoires de violence brutale que les chroniques contemporaines préféraient occulter. Des crânes fendus, des corps mutilés, des milliers de personnes enterrées dans des fosses anonymes. Les pillards et les maraudeurs opéraient comme des criminels organisés. Le traumatisme psychologique hantait les guerriers médiévaux, tout comme il hante les soldats modernes, et les atrocités contre les civils représentaient une pratique courante plutôt qu'une aberration. Les preuves archéologiques et une lecture attentive des sources primaires construisent ensemble une image bien éloignée des versions aseptisées et romancées de la guerre médiévale que la culture populaire a tendance à célébrer. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, certains aspects de la guerre médiévale semblent étrangement familiers. Les motivations économiques qui poussaient les soldats à se battre persistent dans les conflits modernes, bien que déguisés par une rhétorique différente. Le traumatisme psychologique continue de dévaster les guerriers de toutes les cultures et de toutes les époques, révélant quelque chose de fondamental sur la réponse de la psychologie humaine à la violence et à la mort. La tension entre les idéaux proclamés et les réalités brutales caractérisait la guerre médiévale, tout comme elle caractérise la guerre moderne. Nous célébrons notre humanitarisme et nos lois de la guerre, tandis que des drones frappent des mariages et que des civils meurent en tant que dommages collatéraux. Le fossé médiéval entre les idéaux chevaleresques et les réalités du champ de bataille reflète notre propre fossé entre le droit international humanitaire et la pratique réelle. Le pouvoir de l'archéologie à révéler des vérités cachées démontre l'importance des preuves matérielles pour corriger les récits que les groupes puissants construisent ni pour servir leurs intérêts. Ce que l'histoire romancée dissimule, une enquête scientifique minutieuse peut l'exposer. Ce qui ressort de cet examen, c'est la reconnaissance que les gens du Moyen-Âge n'étaient pas fondamentalement différents de nous. Ils aimaient et haïssaient, ils rationalisaient leurs actions. Ils maintenaient simultanément des valeurs contradictoires, ils souffraient de traumatismes psychologiques, ils créaient des systèmes pour profiter de la guerre tout en célébrant la vertu martiale. La complexité de l'expérience humaine en temps de guerre transcende les périodes historiques spécifiques. Comprendre la guerre médiévale nécessite de multiples sources, récits de chroniques, documents juridiques, preuves archéologiques, lettres contemporaines, car chacune révèle et dissimule différents aspects de la réalité. Remettre en question les idées fausses populaires sur le passé n'est pas seulement important pour l'exactitude historique, mais parce que ces idées fausses façonnent la façon dont nous nous comprenons nous-mêmes et notre propre époque.
Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration de ce qui se passait réellement après la fin des batailles médiévales. J'espère que ce voyage à travers les preuves historiques a remis en question certaines hypothèses et a révélé la fascinante complexité qui se cache sous les récits de surface. Le monde médiéval était à la fois plus brutal et plus sophistiqué que la culture populaire ne le reconnaît généralement, et comprendre cette complexité enrichit notre appréciation de l'histoire humaine. Si vous avez apprécié cet examen approfondi de l'histoire médiévale, je vous serais reconnaissant de laisser un j'aime à cette vidéo et de la partager avec d'autres personnes intéressées à dépasser les mythes pour découvrir les réalités historiques. Quel aspect des lendemains de bataille médiévale vous a le plus choqué? Le pillage systématique, l'économie de la rançon, les preuves archéologiques de la violence ou autre chose encore? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'exploration de l'histoire médiévale basée sur des preuves qui privilégient les sources primaires et les découvertes archéologiques plutôt que la fantaisie romancée. Le passé mérite d'être compris selon ses propres termes, dans toute sa réalité compliquée, contradictoire et fascinante.